Les ouvriers des transports engagés avec les autorités de la transition, c'est le thème des travaux du 4e congrès ordinaire de la Fédération nationale des transports, assure dès le début de ce journal. Autre titre de ce journal, le centre de santé Chirfla vient de recevoir un important don composé de médicaments. L'œuvre est du docteur Aboubakar Sidiki Bouare d'INA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 1er août 2026. Bienvenue dans ces 18h sur Chirfla Télévision. Je vous l'annonçais dans les titres, les ouvriers des transports engagés avec les autorités de la transition. C'est le thème du 4e congrès ordinaire de la Fédération nationale des transports, placé sous le parrainage du ministère des Transports et des Infrastructures. Les congressistes ont adopté plusieurs recommandations, parmi lesquelles la relance du trafic ferroviaire et la modernisation du secteur des transports au Mali, entre autres. On fait le point avec Sadio Sirivi. 4e du genre, le congrès est un moment privilégié pour les congressistes venus de plusieurs localités du Mali et ceux du district de Bamako d'évaluer le bilan du mandat qui s'achève et présenter des nouvelles pistes pour le nouveau mandat. C'est aussi l'occasion pour les membres de renouveler les instances des organes de la Fédération nationale des transports, placés sous les signes de l'engagement des ouvriers des transports qui soutiennent les autorités de la transition. Ce congrès revêt une importance capitale pour moi, d'autant plus que le congrès, c'est quand même l'instance d'une organisation qui permet quand même de renouveler ces organes, c'est-à-dire ça permet d'examiner également, c'est-à-dire les réalisations, ce qui a été fait, ce qui est positif et ce qui n'est pas positif. Nous sommes venus participer à ce congrès. Ce congrès-là, vraiment, je crois que ça sera une réussite et ça va servir à tout le monde. Voilà. Donc nous avons aussi une doléance des sites de déversement. Pour l'instant, on fait un site de déversement provisoire. Nous voulons un site conventionnel, comme on le voit dans d'autres pays. Plusieurs sujets ayant trait au fonctionnement de la fédération seront débattus toute la journée en vue de désigner un nouveau président qui va diriger les rênes de la fédération pendant 4 ans. À marge de ce congrès, certains syndicats ont d'ores et déjà formulé des doléances, notamment ceux du secteur ferroviaire, entre autres. Je remercie et félicite tous les autres secteurs du transport, particulièrement les secteurs ferroviaires qui traversent de sérieux problèmes aujourd'hui, il y a quelques années de cela, bientôt une quinzaine d'années. Donc le défi que nous devons élever avec les autorités de la transition, ça c'est d'abord le défi technique, et en ce sens le défi matériel et le défi des investissements au niveau des infrastructures. Nous savons tous que les chemins de fer jouent un rôle très important dans le développement économique du Mali et qui est à l'arrêt. Donc chose qui a amené des conséquences terribles sur la population riveraine. Donc ça c'est une opportunité pour nous de demander aux autorités de la transition vraiment de faire face au chemin de fer. Puisque les ouvriers des transports se sont engagés pour soutenir la transition, c'est pourquoi ce congrès est placé sous le parrainage du ministère en charge des transports et des infrastructures, représenté par son conseiller technique qui rassure l'accompagnement du département en faveur des centrales syndicales affiliées à la Fédération nationale des transports. La FENAT est à son 4e congrès statutaire. Ça c'est déjà un signe aussi, en tout cas, d'une bonne gouvernance, des responsabilités sociales. Donc nous pensons que ce congrès va déboucher sur des résolutions fortes, des résolutions qui vont quand même être dans le sens du bon fonctionnement de leur organisation. Et nous, en tant que département, nous allons les accompagner dans le cadre de leurs initiatives, mais dans les règles, en tout cas, de la bonne gouvernance aussi. Nous avons un sentiment de satisfaction à l'égard, en tout cas, de la FENAT, qui régulièrement organise son congrès. Cela démontre le dynamisme de l'organisation, cela démontre la bonne gouvernance et la démocratie au sein de l'organisation.
Nous les exhortons en tout cas à persévérer dans ces domaines et nous les assurons de notre accompagnement. L'épineuse question attendue par les congressistes est celle du chemin de fer qui traverse une crise depuis une quinzaine d'années. Ils ont profité de ce congrès pour faire l'état des lieux du chemin de fer, lequel sollicite la transition pour la relance du trafic ferroviaire. L'arrêt du secteur ferroviaire, c'est dû à de nombreux facteurs. D'abord, un manque d'investissement réel pour le chemin de fer. C'est un secteur qui a été négligé, je m'excuse du terme, négligé, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, il y a des décennies de cela, des investissements qu'il le faut. La relance du chemin de fer, quand même, c'est une question qui était quand même à l'ordre du jour par les centrales syndicales qui avaient exigé à un moment donné, et c'est ce qui a fait que les transports ferroviaires a repris. Même si des efforts sont consentis pour la relance du trafic ferroviaire, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail estime tout de même que l'État doit toujours s'impliquer davantage pour faciliter la relance du trafic ferroviaire en vue de donner du sourire à la population riveraine des rails. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités qui en font aussi leur mieux pour le personnel. Mais ils sont à pied d'œuvre aussi. Mais compte tenu du défi sécuritaire, chose qui est connue de tous les Maliens, ce facteur-là aussi qui joue beaucoup sur la relance. Sinon, ils ont cette volonté. Mais on leur demande d'aller un peu au-delà. Le nouveau président de la Fédération nationale des transports étant conscient des défis qui l'attendent, il a néanmoins salué ses collègues pour la confiance placée en lui avant de s'engager à moderniser le secteur des transports. Les enjeux sont très immenses, les attentes sont très nombreuses. On ne peut pas tout expliquer du coup, mais ce qui est sûr, j'ai un défi à remonter. Et nous avons formulé une équipe auquel vraiment je sais qu'ils seront à la hauteur de nos attentes par rapport à l'enjeu même du transport. C'est un mandat qui est là pour, une fois de plus, pour le développement du secteur et surtout pour la couverture sociale des ouvriers du transport. Le chemin de fer, c'est un syndicat aussi auquel nous sommes tous affiliés à la finance. Nous avons pris leur doléance en compte et je pense qu'on va progresser ensemble et voir ce qu'on peut faire ensemble dans l'unité nationale. Au terme d'une journée alléchante, le nouveau président de la Fédération nationale des transports a été désigné pour un mandat de 4 ans qui, à son tour, va composer son bureau pour affiner sa stratégie de travail. Poursuivons à développer les titres de ce journal. Je vous le disais, en pleine crise multidimensionnelle que le pays traverse, des citoyens continuent de poser des actes de solidarité. C'est le cas du docteur Aboubakar Sidiki Bouaré, communément appelé NAM, qui fidèlement à sa tradition, a remis le vendredi 31 juillet au centre de santé Chirfla un important lot composé de médicaments à quelques semaines seulement du début des festivités du Maouloud Nabawi. On en sait plus dans ce reportage signé par Khadija Traoré. Ce geste humanitaire vise à soulager les populations, notamment les pèlerins, et à appuyer le personnel de santé dans la prise en charge des malades durant cette période de forte affluence. Composé de médicaments essentiels, ce don vient renforcer les capacités de prise en charge du centre de santé. Pour le comité Amsardine de l'Hippodrome 2, ce geste du docteur Bouaré répond à un devoir moral et spirituel. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner la grande générosité du docteur Aboubakar Sidiki Bouaré. Il y a plusieurs années de cela, à chaque Mauloud, il fait des dons de médicaments aux participants du Mauloud. Cette année encore, il vient de donner un gros lot de médicaments pour ce Mauloud, afin d'assurer, de maintenir la bonne santé et choses des participants. Les militants du comité Ansardine Hippodrome 2 lui remercient beaucoup de sa grande générosité. Le responsable du centre de santé Chirfla a salué ce geste qu'il qualifie de salvateur. Selon lui, ce don permettra de prendre en charge plusieurs patients démunis, y compris au-delà de la période du Maouloud. Nous sommes très honorés ce soir de recevoir ces dons venant du Dr Bouaré Aboubakar Sidiki.
Nous sommes très émus vraiment ce soir. Je dirais que ce don vraiment permettra de nous donner beaucoup de force, surtout durant l'événement, parce que ça contient beaucoup de médicaments, surtout sur la prise en charge du paludisme, la toux, les rhinites. Ça contient beaucoup de médicaments. Vraiment, durant tout l'événement, nous n'aurons pas assez vraiment de médicaments à acheter. Nous sommes très ravis vraiment. Notons que la valeur de ce don est estimée à plus de 3 200 000 francs CFA. La cérémonie s'est achevée par la remise solennelle des médicaments au directeur du centre de santé Chérifla. Le groupe scolaire Talibi a organisé ce samedi 1er août 2026 une cérémonie solennelle de remise et d'attestation à ses élèves admis au baccalauréat. L'événement a réuni les responsables de l'établissement, les corps enseignants ainsi que des parents d'élèves invités pour la cérémonie. On en sait plus dans ce commentaire signé par Aminata Traoré. Avec un taux de réussite de 100% au diplôme d'études fondamentales d'EF et de 79% au baccalauréat session 2025-2026, le groupe scolaire Talibi confirme ses performances académiques. Cette cérémonie a été une occasion pour l'établissement de célébrer la réussite de ses élèves et de saluer les efforts consentis par les enseignants, les parents d'élèves et les candidats. La remise officielle des attestations du baccalauréat aux bacheliers fraîchement admis au bac session de juin 2026. Si je dois leur donner un conseil, c'est toujours persévérer, continuer toujours à travailler dur parce que, comme on le dit, c'est après l'effort qu'il y a le repos, mais un effort conséquent comme celui-ci, vraiment c'est à saluer. Je remercie sincèrement le président fondateur, Dr Modibo Kane, pour sa vision et pour son engagement. À l'endroit des collaborateurs aussi, vraiment je salue les professeurs qui étaient au four et au moulin, matin, midi, soir. Et vraiment je salue leur courage et leurs efforts. Maintenant, à l'endroit de mes collaborateurs administratifs, vraiment je leur demande d'être patients. Je les encourage à continuer, à œuvrer pour la confiance que les parents ont placée en nous. Parents, enseignants, responsables scolaires se sont réunis pour partager ce moment de fierté avec les lauréats et les accompagner dans cette nouvelle étape de leur parcours académique. Aujourd'hui, l'attestation du baccalauréat que vous allez recevoir tout à l'heure est un passeport. Ce passeport vous permettra d'accéder à l'université, à l'enseignement supérieur. Et nous sommes très outillés également. Nous vous accueillons à bras ouverts pour votre cursus. Les 3 années de licence, L1, L2 et L3, nous allons cheminer ensemble. Et au finish également, vous engagez également dans la recherche pour un Master 1 et Master 2. Et après ces 2 ans également ensemble, nous allons amorcer la phase doctorale pour vous mettre sur des thèses de doctorat, 3 ans d'études. Je crois que le chemin est très long. Nous avons affaire avec ces élèves au moins 8 à 9 ans. Je prie les parents d'élèves qui nous accordent ça pour que nous formions beaucoup de docteurs et beaucoup d'ingénieurs pour le bonheur du Mali. Je salue sincèrement et très sincèrement les encadreurs, les enseignants du groupe Talibi qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous ayons ce résultat de 79%. Très heureux d'avoir obtenu le baccalauréat malien session 2025-2026, les nouveaux bacheliers ont exprimé leur reconnaissance envers l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'encadrement et des enseignements dispensés. Je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir reçu mon brevet et j'aimerais assister à tout le monde de venir au lycée Talibi Sanogo, ainsi les gens qui ont eu le bac de venir s'inscrire à l'université Talibi Sanogo. Et j'aimerais remercier tout le monde, les élèves, les parents et ceux qui sont venus aussi. Le conseil que j'ai adressé à tout le monde, c'est que soyez justement juste envers vous et ayez confiance en vous-même, car la confiance en soi est vraiment importante dans la vie. Je remercie vraiment mon père et ma mère qui m'ont soutenu pendant ce moment. Et aussi merci beaucoup à mes sœurs. Prestation d'artistes et la remise des attestations ont marqué la fin de ce cycle scolaire et le début d'un nouveau chapitre pour ces jeunes, désormais tournés vers l'enseignement supérieur et la construction de leur avenir.
Un incendie s'est déclaré dans la station Corridor près du CCRF du quartier Mali, peu avant le crépuscule le vendredi 31 juillet, provoquant des dégâts matériels considérables sans toutefois faire de victimes en vie humaine. L'origine de l'incident n'ayant pas été connue, a duré une vingtaine de minutes avant d'être maîtrisé par les soldats du feu. Au moins 3 véhicules, une moto Télimani et des blessures légères ont été constatées par le service de la protection civile à travers le directeur régional des sapeurs-pompiers du district de Bamako, le colonel Adama Djatigui Diarra, que je propose d'écouter au micro de Sadio Sidibé pour plus de détails. Nous avons été alertés dans les environs de 18h10 comme ça pour une citerne à feu dans la station Corridor. Station Corridor au quartier Mali, non loin de la station Shell. Donc aussitôt nous avons décalé les secours de part et d'autre de Bamako, rive droite et rive gauche. Les premiers sont arrivés vers 18h20 et ils ont commencé à cracher. Le renfort est venu et ça nous a fallu quand même l'utilisation de 4 camions incendies, 2 citernes 20 000 litres, plus les moyens légers, ambulances et puis les véhicules légers. Et grâce quand même à la promptitude de la police aussi, qui nous a beaucoup aidé par rapport à la fluidité. Parce qu'on a des véhicules qui ont quitté ACI 2000, Sogoniko 1008, vous voyez un peu, Bako Djikoroni, et ils sont tous arrivés vraiment à bon port le plus vite possible. Donc Dieu merci, nous avons quand même éteint le feu. La citerne contenait 14 000 litres. Et les 14 000 litres ne sont pas tous vraiment bousillés. Il y a le reste des produits dedans. Et les stations aussi sont là, vous pouvez voir. La station Shell est restée indemne. Station Corridor, il y a eu 2 pompes quand même qui ont été brûlées superficiellement. Et quelques motos et 2 véhicules, 2 voitures appartenant au privé. Voilà. Maintenant par rapport au bilan toujours, il y a eu 3 cas de blessures légères. C'est des blessés de la station. Ils étaient là en train de faire le dépotage. Et Dieu merci, tout le monde est sauvé et puis le pire a été évité. Par rapport à la source, il va falloir qu'on fasse une enquête. Sinon, ils étaient là en dépotage, leur activité, ils étaient là en dépotage. Et selon eux quand même, ils ne peuvent pas dire exactement quelle est la source. La police est là pour faire des enquêtes par rapport à la source. En tout cas, l'intervention a duré au maximum 20 minutes. À présent, voyons avec Moussa Fomba ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en bref et en images. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre Moscou et Ouagadougou, la Russie a officiellement remis aux autorités burkinabè, lors d'une cérémonie organisée le 29 juillet, 3 écoles entièrement rénovées au camp Wenzin Koulibaly de Bobo Dioulasso, financées par la Russie à hauteur de 150 millions de francs CFA. Les travaux ont notamment porté sur le remplacement des toitures, la réfection des carrelages et des installations sanitaires ainsi que la remise en peinture des bâtiments. Artem Tchoutoyev, adjoint à l'attaché de défense de l'ambassade de Russie à Ouagadougou, a rappelé que l'initiative avait été menée dans le cadre de l'accord de coopération 2021 entre les 2 pays. Il a également remercié le ministre burkinabè de la Défense, Célestin Saint-Pouré, pour sa contribution personnelle au développement cohérent et progressif de la coopération entre les ministères russes et burkinabè de la Défense. Cette opération n'est pas la première initiative russe de ce type au Burkina Faso. Le 3 juillet, en effet, le campus du collège d'enseignement général Wenpanga avait déjà été officiellement remis aux autorités burkinabè sur le site du camp militaire général Aboubakar Sangoulé Lamizana, selon l'ambassade de Russie à Ouagadougou. L'ancien président sénégalais Macky Sall n'a obtenu que 6 voix favorables, 7 défavorables et 200 options lors d'un vote indicatif secret organisé par le Conseil de sécurité le 30 juillet, alors que la chef de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la costaricaine Rebecca Greenspan, est arrivée en tête du vote, dévançant l'ex-ministre guyanaise Caroline Rodriguez Birket. Le score sème flou sur la volonté de Macky Sall de succéder à Antonio Guterres, même si le scrutin n'avait aucun enjeu majeur, puisque d'autres seront organisés jusqu'à l'élection finale. La présence d'une 2e candidature africaine, celle d'Olara Otounou, secrétaire général adjoint de l'ONU pendant le mandat de Kofi Annan, complique les choses même si Macky Sall a obtenu le soutien des autorités de son pays. Autre écueil pour le Sénégalais, la rotation géographique. Ce principe tacite, en effet, voudrait que le prochain secrétaire général soit originaire d'un pays d'Amérique latine. Mais pas seulement. Des voix pousseraient aussi pour l'élection d'une femme à la tête de l'ONU. Mais rien n'est encore joué. Antonio
Guterres cédera le témoin le 1er janvier 2027. La France a renforcé samedi les contrôles à sa frontière avec l'Espagne après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc, craignant d'en accueillir. L'afflux concerne environ 60 000 personnes selon les autorités espagnoles, même si 48 000 sont retournés au royaume chérifien. Pas question pour les autorités françaises de baisser la garde. Des véhicules sont passés au crible. L'Italie, de son côté, a annoncé avoir suspendu son accord de Schengen avec l'Espagne qui permet la libre circulation sans visa entre les frontières. Les autorités italiennes ont précisé que cette suspension prendrait effet samedi et durerait 1 mois. Plusieurs pays européens ont suggéré que l'adhésion de l'Espagne à l'espace Schengen soit suspendue, bien que le ministre espagnol des Affaires étrangères ait affirmé que l'intégrité de cet espace était garantie. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Donald Trump s'est fait le porte-parole de l'extrême droite pour tirer parti de cette traversée afin de faire avancer des politiques d'immigration intransigeantes. Des analystes affirment que le Maroc utilise la question migratoire comme un moyen de pression diplomatique. Rabat revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla depuis son indépendance en 1956. Quiconque protège les États-Unis va brûler dans le feu de la guerre, a averti le commandant du quartier général central iranien Khatam al-Anbiya. Il a averti que tout pays se rangeant du côté des États-Unis ou se permettant de servir de bouclier pour Washington ferait face aux conséquences de la guerre. Le major général Ali Abdullahi a déclaré samedi que les États-Unis accélèrent leur poursuite d'une voie de bellicisation généralisée dans la guerre régionale. Il a décrit l'approche comme le résultat d'une stratégie dangereuse visant l'expansion et la domination illégitime dans toute la région. Abdullahi a ajouté que les pays musulmans de la région devraient reconnaître que les États-Unis exploitent leur capital, leurs richesses, leurs infrastructures vitales et leurs ressources stratégiques en tant que bouclier défensif pour son armée usée, tout en renforçant la machine militaire et la sécurité du régime israélien, tueur d'enfants et terroriste. Il a fait valoir que l'échec des États-Unis à atteindre ses objectifs agressifs et illégitimes contre l'Iran a forcé l'armée américaine délabrée et le faux régime israélien à faire la guerre, à verser du sang et à commettre des actes d'agression derrière les tranchées des pays musulmans, tout en transférant les coûts de la guerre sur les gouvernements régionaux. Le major général Abdullahi a averti que tout pays qui se transforme en bouclier défensif pour le criminel et l'agresseur brûlera dans le feu de la guerre. C'est sur ces images que nous refermons ces 18h et un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.